Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Santé, sécurité alimentaire, risques environnementaux, nombreux sont les enjeux de la société auxquels la nature apporte des solutions efficaces, peu coûteuses et pérennes. Et pourtant, chaque minute, cette nature subit les affres de notre mauvaise gestion et dégradante utilisation des ressources naturelles. On parlera bien sûr de la biodiversité, de son importance. On parlera aussi de la Convention sur la diversité biologique. Et pour ce test-ci, j'ai avec moi deux invités. Le premier, c'est Augustin Martillo-Ourou, capitaine des eaux forêt et chasse. Bonsoir. Bonsoir, William. Vous êtes aussi le point focal biodiversité Bénin. Bien sûr, je suis là à ce titre-là. En face de vous, Maximin Diondo, c'est le directeur exécutif de BIS ONG. Si vous pouvez bien sûr me définir ce qu'on appelle BIS. Bonsoir William, Oui. BIS c'est Benin Environment and Education Society. Alors, je me tourne rapidement vers le point focal pour vous demander, quand on parle de biodiversité, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour un Béninois lambda? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer au sujet de cette thématique intéressante, passionnante. En ce sens que la question de la biodiversité est aujourd'hui devenue une question fondamentale pour la vie de l'homme. Et personne ne peut s'en passer aujourd'hui, ne peut se passer de la biodiversité, j'allais dire. Et quand vous prenez le matin, vous sortez de votre maison, tout de suite, vous pouvez rencontrer peut-être des animaux, vous pouvez rencontrer des herbes, et ensuite, vous allez voir des arbres. Ensuite, vous pouvez tomber malade, on va vous dire que c'est un virus. Vous allez, Comme c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas actuellement. Voilà. Vous allez dans le parc, vous allez voir des éléphants, vous allez voir des buffles. Le matin, avant de quitter, vous aviez pris du pain, assurément provenant toujours de la biodiversité. On a pris une douche. Vous avez pris une douche avec de l'eau, avec peut-être des éléments, même du savon provenant aussi des éléments de la nature. Vous êtes en train de traiter de ce qu'on appelle de la biodiversité. Donc, en fait, c'est tout ce que la nature nous a offert et qui est à notre service. Organismes animaux, organismes végétaux, et qui rentrent dans le processus de notre vie aujourd'hui. Malheureusement que nous exploitons mal, c'est ça qu'on peut appeler la biodiversité. Il y a des définitions classiques, mais je peux en passer. Alors, je me retourne vers M. Massimo Diondo. Est-ce que nous, hommes aussi, nous faisons partie de cette biodiversité? Et l'homme est par excellence un exemple de la biodiversité parce que nous sommes au centre de cette définition même de la biodiversité. Et si malheureusement nous sommes à l'origine, on va en parler tout à l'heure, nous sommes à l'origine du déclin drastique de la biodiversité, il n'y a pas l'homme sans la biodiversité. Et la biodiversité, comme l'a dit le capitaine, c'est cette notion de diversité de l'être, de diversité du vivant. Ouais. Et c'est nous au centre. Malheureusement, on se retrouve toujours au centre. Et malheureusement, toujours, nous sommes à la cause, de la destruction de cette biodiversité dont nous dépendons. Alors, sans ça, c'est que de toute façon, il est dit que si nous ne faisons rien, que nous courons droit à notre propre perte. Et je ne sais pas si on s'en rend compte. vous voulez dire que si la nature venait à disparaître, nous humains aussi, nous disparaîtrons avant que la nature ne disparaisse. Alors, quand est-ce qu'on a commencé par prendre importance de cette biodiversité et se dire que sans cela, qu'il n'y a pas vie sur Terre? Oui, la question de la biodiversité est récente, si vous voulez. La prise de conscience de l'humanité, des acteurs de ce secteur, c'est récent, si on peut le dire ainsi. Déjà, ce n'est qu'en 1960 que les acteurs se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus une dégradation de tout ce que la nature nous a offert comme organisme vivant. Une forte pression. Une forte pression humaine due à plusieurs facteurs. Il y en a de diverses sortes, suivant les continents et suivant le contexte. Donc, c'est ces exigences qui ont amené l'humanité vers 1960 à dire, mais écoute, si nous ne prenons pas au sérieux cette question de tout ce que la nature nous a offert comme organisme vivant, que ce soit dans les milieux terrestres, les milieux aquatiques, c'est que nous risquons nous-mêmes d'en pâtir. Donc, c'est ainsi que la question de la biodiversité a pris de plus en plus d'essor, et ce n'est qu'en 1986, simplement, qu'un Américain a employé pour la première fois le concept de biodiversité, biodiversity en anglais, qui est devenu biodiversité, et qu'aujourd'hui est devenu un concept incontournable.
Et ça, nous étions à la veille du sommet de la Terre au Rio de Janeiro, au Brésil. Là, c'était en Et là, 1992. très vite, en 1992 au Brésil, très vite, le sommet de la Terre a saisi cette opportunité pour dire, tiens, ce concept de biodiversité que les francophones utilisent comme diversité biologique est excessivement important et mérite donc d'avoir une convention qui va réunir tous les acteurs du monde entier. Alors, comment expliquer j'ai déjà dit, ce réveil tardif de nous humains par rapport à l'importance de cette biodiversité? C'est vrai que depuis 1960, ça fait déjà 60 ans, mais c'est quand même très peu par rapport à l'importance de cela, parce que sans cela, il n'y a pas vie sur Terre. Oui, il s'est fait que le monde a évolué. Les techniques d'exploitation des ressources naturelles se sont perfectionnées. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est loin de cette espèce, de l'espèce chasseur-cueilleur que nous étions. Ouais. Et nous sommes maintenant à ce que certains scientifiques appellent des prédateurs de la nature. OK. On a tellement de facilité maintenant à notre disposition pour utiliser la nature. Vous voyez, les armes à feu se sont perfectionnées et pour chasser les animaux. Ouais. Des filets ont été façonnés de Vous voulez pas dire telle à filet à ramasser mailles très de fine, tout. qui ramasse tout sur son Nos passage. navires utilisent actuellement des radars pour détecter les bancs de poissons, Ouais. etc., etc. Donc, on a perfectionné nos outils d'exploitation, de cueillette des espèces de la nature à telle sorte que on s'est rendu compte qu'après couper, attention, on est en train de détruire la nature, on est en train de faire disparaître les espèces de cette nature qui composent notre garde-manger. Donc, si rien n'est fait, c'est qu'on mourra de faim bientôt. C'est un mot fort, garde-manger, parce que si on vidait le garde-manger, c'est fini. C'est qu'on va mourir de faim. Alors, c'est vrai qu'à l'avènement de la Convention, il y a une prise de conscience. C'est quoi les grandes décisions prises qui ont montré à l'homme que si on ne fait rien, si on continue à exploiter cette nature de cette façon, qu'on court droit vers le mur? Oui, la première grande décision, c'était donc, comme je le disais, c'est lors du sommet de la Terre. Et du sommet de la Terre au Brésil, où la Convention de la biodiversité a été une préoccupation majeure. Et essentiellement, le contenu, c'était d'abord de dire non, écoutez, si nous ne sauvegardons pas la biodiversité, si nous n'en faisons pas, ce qui par la suite va s'appeler la gestion durable, les générations futures ne vont plus rien retrouver. Vous savez, c'est simple. Hein? Moi qui suis né dans les savanes, les zones où il y avait de petites forêts denses, il y a 15 ans, aujourd'hui, si je vais, c'est là, les enfants jouent au football. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se dégrade. Tout est parti. Tout est complètement parti. Donc, ils disent, si nous ne gérons pas de sorte que les générations futures puissent aussi en bénéficier, c'est qu'il y a aussi que la biodiversité va disparaître. Et regardez ceux qui détiennent aujourd'hui les connaissances traditionnelles, les tradithérapeutes, si vous voulez. Mais c'est des gens, avant, pour trouver certaines espèces pour traiter telle ou telle maladie, ils ne se gênaient pas. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut aller peut-être très loin ou même peut-être aller dans d'autres départements avant de trouver ces espèces. Donc, il y avait réellement problème. Et la solution, c'est d'abord d'en faire une gestion durable, d'amener tous les acteurs à prendre conscience de ce que cet état de fait est réel. Ouais. Et ensuite, donc, investir suffisamment de moyens pour restaurer, d'abord pour sauver ce qui est sauvable, et ensuite pour restaurer toutes les espèces qui sont en train de partir, de disparaître. On sait qu'il y a plusieurs espèces qui sont parties, que l'humanité a malheureusement perdues. Et vous vous rappelez récemment qu'il y avait encore l'hippopotame ici, de la région d'Alada, qui est l'une des espèces identifiées dans notre zone comme étant peut-être la dernière de notre région. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est comme ça que dans plusieurs zones, nous avons perdu et des espèces végétales et des espèces animales. Et donc, c'est d'abord une prise de conscience, c'est d'abord une mobilisation des acteurs, c'est d'abord un investissement de tous. Et je pense que cette émission rentre dans cette droite ligne. Alors, est-ce que quand on parle de cette ampleur de destruction de cette biodiversité, on peut aussi coller cela à notre pays, le Bénin? Est-ce que l'ampleur, elle est aussi grande?
Avant de venir au Bénin, Oui. permettez que je fasse que je montre quelques Quelques exemples. lignes du dernier rapport Ouais. de l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur les écosystèmes et la biodiversité. D'accord. C'est, disons, les sommités, un creuset des sommités Oui. et travaillant sur les écosystèmes et la biodiversité. Et le dernier rapport de 2019 dit que 1 million, je dis bien 1 million d'espèces animales et végétales sont en voie d'extinction dans le monde. Ce rapport a été compilé par plus de 130 experts de par le monde. Donc, c'est chaque pays qui a contribué. Les espèces sont restées dans leur pays. Ouais. On était sur le terrain, on produit un rapport, on envoie à l'IPBES qui a sorti le rapport international. Donc, le Bénin fait partie de cela. Donc, on dit que 1 million d'espèces animales et végétales sont en voie de disparition, d'extinction, que depuis 1900, qu'on a en moyenne 20%, 20% des espèces vivant sur les espaces terrestres ont disparu. Hein? Avant même qu'on les connaisse. Oui, On ne les connaît pas, mais elles ont disparu. Oui, avant que nous qui sommes sur le terrain, on puisse s'en rendre compte. Hein? Parce que maintenant, toujours dans ce sens, il dit que si nous prenons l'abondance moyenne de ces différentes espèces, il a été noté aussi que l'abondance diminue depuis 1900. L'abondance diminue graduellement, considérablement, et que la moyenne tourne autour de 20% aussi. Il a dit que plus du tiers de toutes les espèces marines sont menacées. Wow. Ça, c'est clair. Les espèces marines, plus du tiers des espèces marines sont menacées. Vous voyez les baleines, les dauphins. C'est pourquoi il y a de grands programmes ou de grandes publicités pour la protection des espèces marines, parce que nous dépendons beaucoup aussi des espèces marines. Donc, c'est vous dire que tout ça, évidemment, le Bénin fait partie de cet ensemble. Ouais. Donc, oui, malheureusement, je dirais même que c'est plus palpable chez nous. Ah oui. Oui, chez nous, surtout nous qui sommes pays en voie de développement, parce que la majorité de nos populations dépendent fortement de cette biodiversité, cette ressource naturelle. de cette ressource. Prenez un exemple simple, le poisson. Ouais. Ils ne trouvent plus assez de poissons. Ça c'est. Prenez On vos prend, par exemple, caméras. le cas de lac Nokoué. Le lac Nokoué où nous sommes tous. Prenez vos caméras. La chanson est commune et est devenue habituelle. Ils le disent dans leur langue, même en Oué. Il y a Pourtant, plus c'est de l'un poissons, des plans d'eau les plus les poissonneux plus productifs de la sous-région. Voilà. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Prenez nos pêcheurs toujours qui vont en haute mer, à cause des chalutiers qui viennent avec ramasser tout. Les nôtres, nos pêcheurs traditionnels ont de plus en plus de difficultés à trouver de quoi. Avant, c'était commercial. Actuellement, c'est plus difficile pour eux de se nourrir d'abord avant de penser à en trouver pour le commerce. C'est le minimum parce que nous sommes dans le sud du Bénin, dans les zones humides, et l'espèce par excellence qui montre la biodiversité de nos zones humides, c'est les espèces de poissons. Dans nos eaux, pratiquement, je n'ai pas les chiffres, mais les pêcheurs le disent, plus de la moitié des espèces de poissons ont disparu. Jusqu'à ce que des collègues ont pensé créer un musée du lac Nokoué pour essayer de retrouver les espèces de poissons qui existaient dans le lac pour pouvoir montrer à nos enfants pour dire qu'il y avait ces espèces dans ce plan d'eau que vous ne trouvez plus aujourd'hui. La majorité des petits ruminants, des petits antilopes de nos plans d'eau, de nos zones humides, le Sitatunga, et la loutre Akou Tacheté, et d'autres petits, tout a disparu. Et alors que de tout cela dépend la survie de nos populations.
Vous voyez que c'est pourquoi parfois des collègues des eaux et forêts sont face à un dilemme. Si je vais utiliser le thème, un délinquant, s'ils prennent un délinquant, s'il faut le punir ou pas parce qu'il dépendait de sa survie. Il a enfreint la loi pour se nourrir. Parce qu'il n'y en a plus. Et c'est la grande qu'on a autant majorité qui expliqué est à l'homme menacée. que sans cela, qui ne peut pas vivre, sans cela, qui ne peut pas se soigner, sans cela, qu'il n'y a pas de solution durable. Est-ce qu'on l'a expliqué longuement à l'homme? Oui, je pense que c'est là la problématique de la Convention sur la diversité biologique. Aujourd'hui, il est donc impérieux Ouais. que chacun, quelle que soit sa position, prenne conscience de ce que s'il ne contribue pas à la préservation de la biodiversité, la vie va en pâtir, comme je le disais tantôt. Donc, voyez, regardez un peu la zone humide avec tous les éléments qu'il vient d'évoquer. On dit que un tiers de la population du Bénin est localisée dans la zone humide. Exactement. Et vous voyez, la perte de la biodiversité que nous connaissons La aujourd'hui. pression, elle est tellement forte que... Avec la croissance de la population, Ouais. nous avons connu une perte énorme de la biodiversité. Et comme il a dit, vous discutez avec les chasseurs, ils vont vous dire, avec les pêcheurs, j'allais dire, ils vont vous dire, mais écoute, il n'y a plus de poissons ici. Il faut vraiment qu'on réinvente le système. Il faut qu'on trouve des solutions. Et vous savez comment les pêcheurs s'essaient avec diverses méthodes, mais pourtant ça ne change pas. L'essentiel élément fondamental n'existe plus. Donc il s'agit de le préserver, il s'agit de renforcer sa protection pour que les générations à venir puissent vraiment en trouver. Est-ce qu'il y a d'autres exemples palpables, comme l'a dit M. Diondo, ici au Bénin, par exemple la pression sur nos reliques de forêt que nous avons? Mais c'est clair. Nous, quand on était plus jeunes, on ne va pas loin pour voir le lion. C'est vrai. Et nous qui sommes autour du parc, Ouais. on ne se gêne pas pour voir les éléphants. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut aller à l'intérieur du parc. Et chercher encore. Et il faut peut-être attendre. Et Les il faut, jours, être, parfois, il faut être chanceux, chanceux, voilà, ouais. parfois peut-être avant Avant de de voir ces retrouver animaux. certains animaux. Alors qu'avant, quand on était un peu plus petit, on sait que quand on va, même autour de notre maison, il y avait des lions qui se promenaient, nous qui étions dans les environs. Mais aujourd'hui, c'est des animaux qu'on ne retrouve plus. Donc ça, on n'a pas besoin de réfléchir par mille fois pour se rendre compte qu'il y a la perte de la biodiversité. Ne pas aller plus d'un certain nombre d'îlots que nous avions, même aux alentours, tout au long du pays. Il y a une perte de la biodiversité très remarquable. L'évaluation du rapport que nous venons de faire, le 6e rapport de la biodiversité, où nous avons fait une évaluation nationale avec des outils techniquement solides, comme les sigles, les satellites, tout ça, et des inventaires sur le terrain, montre réellement que la perte de la biodiversité est énorme au Bénin. Elle varie sûrement d'une région à une autre. Il y a encore des îlots quand même assez conservés, comme les zones de la Lama, comme les zones d'un certain nombre de forêts classées ou des parcs nationaux, où il y a encore une forte densité, une forte abondance de la biodiversité. Mais au-delà, la plupart ont connu quand même une forte dégradation de la biodiversité. Il y a ce que nous appelons donc les hotspots de la biodiversité qui sont restés, mais au contraire, il y en a qui, je ne voudrais pas donner d'exemple pour ne pas frustrer, mais on connaît tous le pays. Au moins, des zones qui en ont encore suffisamment, je peux les évoquer. C'est elles que je viens d'évoquer. Alors aujourd'hui, comment faire alors pour arrêter cette pression forte que nous, humains, qui faisons peut-être 1% de cette biodiversité et qui mettons la pression sur les 99%? Mais c'est quand même ahurissant. C'est pourquoi j'aime bien ce terme utilisé par certains scientifiques qui disent que nous sommes prédateurs. Hein, nous sommes prédateurs des ressources naturelles parce que nous ne faisons que prendre à la nature. On ne donne rien en retour. Alors que Je vais vous donner un exemple. Le système digestif de l'éléphant est fait de sorte que quand l'éléphant mange les herbes, les écorces et autres, il ne digère pas totalement. Ouais. Donc, de cette digestion pourrissent et on a des graines qui germent pour redonner encore des arbres pour que demain, l'éléphant puisse retrouver toujours des arbres et pouvoir manger. Donc, normalement, la nature nous a pourvu pour que nous puissions gérer durablement cette biodiversité selon les normes. Mais vous imaginez que dans les grands pays où on n'est que consommateurs, il y a 30% de ce que nous produisons qui sont gaspillés. 30%.
de ce que nous produisons. Qui sont gaspillés. Prenez les chalutiers qui, avec leur pêche, je crois que c'est ça ils appellent le talus, je ne sais j'ai pas bien. Vous voyez que ça ramasse tout, ça racle le fond de l'océan. Et quand ça vient, ils ne prélèvent que les poissons qui les intéressent, ils rejettent les autres à la mer qui sont déjà morts. Vous voyez notre technique. Donc, le rapport de l'IPBES a été clair. Hein. Il a dit que c'est... Et pour une première fois, ils ont classifié les causes de cette dégradation catastrophique de la biodiversité. En premier, c'est l'usage des terres et de la mer. Je viens de donner l'exemple que nous faisons de la mer et des terres. Et le capitaine l'a dit, tout ce qu'on veut, c'est l'agriculture. Donc, comme on veut faire l'agriculture, comme on veut exploiter les forêts, on coupe tout. On rentre dans les forêts seulement, on coupe. Mais en rentrant dans la forêt, vous ne détruisez pas que l'arbre. Vous détruisez l'habitat des différentes espèces qui y vivent. Et ces différentes espèces, à part le végétal, constituent le manger de plusieurs communautés, constituent le manger d'autres animaux encore qui y dépendent, constituent l'habitat d'autres animaux et migrateurs. C'est toute une chaîne. Et quand un maillon arrive à manquer... Quand vous enlevez un chaînon de l'ensemble, c'est que vous mettez en péril l'ensemble. Et c'est ça qui détruit toute la chaîne. Et ça a d'impact sur nous et nous ne faisons pas attention. La deuxième cause directement, c'est ça, on a dit, l'exploitation directe des espèces. Ouais. Nous en prenons plus qu'on en a besoin. Tout ce qu'on va prendre, on n'a pas besoin. Il y a harmonieuse. Non, on prend tout comme si, bon, écoutez, comme on a la... Comme si la nature va tout le temps donner. La nature n'est pas élastique. La nature n'est pas élastique. Et on dit vulgairement que petit poisson deviendra grand. Si nous ne laissons pas petit poisson grandir pour devenir grand, il ne pourra pas pondre d'œufs pour que nous puissions en avoir. C'est très simple. Mais nous préférons en prendre maintenant et tout détruire. Le deuxième facteur qui menace tout ça, c'est le changement climatique. Et qui est-ce qui est à la base des changements climatiques? Encore nous, les hommes. Encore nous. Et le quatrième facteur, la pollution. Regardez la pollution de nos eaux. La pollution de nos terres. Encore nous, parce qu'on veut produire plus. On veut habiter, et si nous prenons le cas du Bénin, on veut habiter à Cotonou. On veut habiter Ladi, Djidje, ou encore Zobo. Donc on met des DSM, déchets solides mélangés, on comble la beige avec, on construit, les zones humides et puis voilà, on construit là-dessus. Et enfin, à moindre coût, c'est les espèces les espèces envahissantes, les espèces exotiques envahissantes comme la jacinthe d'eau dans nos eaux. Donc, le rapport classifié ces facteurs qui contribuent à la dégradation de la biodiversité, vous voyez que dans une grande mesure, la solution est dans nos mains. Il nous revient à nous, humains. Dans nos mains et dans la nature. Ben, puisque tout est dans la nature pour nous. Et comme nous voudrions, j'espère que nous ne sommes pas de cette espèce qui voudra disparaître. Nous dépendons de la biodiversité. Donc je crois que si nous nous rendons compte que nous sommes en train de creuser notre propre tombe, il est temps pour nous de crier la hola et de dire ok, stop, allons vers une gestion efficace du peu qu'on a pour que ce peu-là devienne nombreux pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Malheureusement, nous ne pensons qu'à nous aujourd'hui. On ne pense pas au futur. Oui, jamais. Oui, capitaine. Oui. Quelles sont les solutions que nous, Béninois, quelles sont les solutions que le point focal au Bénin essaie quand même de mettre en œuvre pour réduire un peu cette pression qu'on constate sur la biodiversité, pour faire prendre conscience que sans cela, comme on l'a dit, la solution, c'est dans nos mains, la solution, c'est dans la nature. Oui, je pense que je voudrais revenir d'abord sur l'équilibre écologique. Allez-y. Parce que là, la question de la rupture de l'équilibre écologique, c'est un fait important. Parce que vous voyez, quand vous regardez l'habitat tel qu'il se présentait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et que par l'action de l'homme, l'action anthropique,
l'habitat est rompu, c'est que les éléments de la biodiversité, peut-être des virus, peut-être d'autres, des bactéries, qui ne sont toujours pas des amis de l'homme, se trouvaient à une certaine hauteur de la canopée. Et si l'habitat est détruit, c'est qu'ils doivent descendre à notre hauteur, au niveau de l'homme. Et par conséquent, les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, nous en récoltons. Il y a beaucoup de polémiques au niveau de la pandémie qui est en cours. On a même dit qu'il y a même pire qui viendra. Si on ne fait C'est rien. clair. Si nous ne préservons pas la biodiversité, donc si nous continuons à détruire donc, les habitats, les écosystèmes terrestres, marins et tout ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est que là, nous sommes en train de creuser nous-mêmes notre propre tombe. Et nous n'allons pas trouver de solution. La seule solution serait d'aller dans la nature. Et nous, on pense que la solution, c'est dans la nature parce que, quel que soit l'état, le problème, la difficulté à laquelle vous devez faire face, c'est que forcément, la solution se trouve dans la nature. Je vais donner un exemple. Si vous êtes dans la région, par exemple, de Funugo, là-bas, vous êtes à Funugo, dans la commune de Banikwara, et que vous avez un palur, je suppose, hein, qui a peut-être pas... Il n'y a pas un grand centre de santé, il aura peut-être des centres de santé, même s'il y en a. La première solution, c'est de voir quelle tisane je vais chercher pour pouvoir guérir le mal dont je souffre. La preuve, c'est même démontré que près de 80% de Béninois ont recours à nos plantes pour se soigner avant de songer à aller à l'hôpital. Pourquoi vous montez jusqu'à Funugo? C'est le Béninois. Même ici à Cotonou. Le premier réflexe, c'est tisane. Même s'il va à l'hôpital et qu'il prend les médicaments des pharmacies, il complète la tisane. Je vais donner un exemple. Merci beaucoup. Un exemple. Regardez, il y a une espèce que nous appelons le caïcédra, Caia sénégalensis, qui est connu. C'est planté un peu partout dans la ville de Cotonou et même dans certaines devantures. Il s'agit, faites l'expérience de la planter. L'arbre n'aurait même pas 2 mètres. Les gens vont commencer par enlever les écorces. C'est-à-dire, selon les références de la biodiversité, 90% des Africains connaissent au moins un remède par l'utilisation des plantes. C'est-à-dire que si tu le prends, il va dire non, au moins je connais telle plante qui guérit ceci. C'est-à-dire combien de fois nous sommes à la proximité de la nature et que si nous ne la préservons pas, c'est que nous sommes en train, encore une fois, d'aller à la perdition. Quelles sont les solutions que nous envisageons? Puisque c'était ça la question. Je voulais juste évoluer sur cet équilibre qui est extrêmement important, évoqué par le collègue Chondo. Donc, je crois que les solutions, il y en a de diverses sortes. Hein. Il y a de diverses sortes. Et il faut dire, nous qui travaillons dans le contexte de l'État, l'État fait de très grands efforts et ne pourra peut-être pas finir de les évoquer. Vous savez, il y a une des activités que nous organisons au niveau de la Convention sur la biodiversité, c'est la Semaine de la biodiversité. La Semaine de la biodiversité, la vision, c'est quoi? Rassembler tous les acteurs qui travaillent autour de la biodiversité, les ONG, les chercheurs, les PTF, les partenaires techniques financiers, les tradithérapeutes. Parce qu'aujourd'hui, notre société, les détenteurs des connaissances traditionnelles, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et vous allez entendre par-ci, on peut guérir telle maladie, on peut guérir telle maladie. C'est vrai. Parce que tout ce qu'on fabrique comme vaccin, tout ce qu'on fabrique comme comprimé, leur source, le produit fondamental provient de la nature. Ça veut dire que la nature constitue un vivier de solutions. Donc, pour nous, nous. on se dit, si nous rassemblons tous les acteurs et que nous parvenons à les sensibiliser, à attirer l'attention du commun du mortel, c'est que tous nous allons pouvoir contribuer à la préservation de la biodiversité. Ça, c'est une action fondamentale. Ensuite, il y a beaucoup d'autres actions. Il y a des initiatives, par exemple, comme nous avons 2 rôles, en fait, hein, le rôle régalien, aussi de travailler avec tous les acteurs, les sensibiliser, appeler leur attention sur la régulation, sur les orientations, les possibilités de financement. Nous le faisons de temps en temps. Nous formons les pépiniéristes aussi dans plusieurs endroits. Récemment, nous avons fait une activité dans la région de Dassa, sur ce qu'on appelle la meule casamançaise. Ça aussi, c'était des manières pour détourner la population de l'essentiel. Vous savez, quand vous prenez 100 kg de bois, n'importe quelle espèce, ça dépend de la zone où vous êtes, si vous prenez 100 kg, avec les méthodes traditionnelles de fabrication de charbon, vous ne pouvez pas obtenir plus de 11% de ce que vous avez investi. Ce n'est que 11%.
Alors, il faut trouver désormais des techniques modernes, des techniques améliorantes, comme on les appelle, qui vont vous permettre d'obtenir un résultat meilleur. Et aujourd'hui, avec ce que nous appelons la meule casamançaise, qui est une technique moderne, permet d'obtenir plus de 40%. Et comment cela se fait? Alors, c'est tout un système. C'est trop long. Oui, voilà, trop... exactement. C'est toujours, peut-être le délai est plus court. Il faut limiter peut-être la façon de... Il faut organiser les bois autrement. C'est-à-dire la façon de disposer le bois. Pour ceux qui sont habitués. C'est toujours pour avoir du charbon. Parce que, le charbon constitue un problème pour nous. Ouais. C'est un problème, un problème sérieux. On quitte le nord, on vient au sud, mais il y a beaucoup de camions chargés de charbon. On ne peut pas dire qu'on va interdire la fabrication du charbon. On ne peut pas l'interdire. Il faut donc trouver des palliatifs, tels que peut-être l'utilisation du gaz, peut-être des techniques améliorantes qui vont permettre de préserver, de prélever peu au niveau de la ressource pour permettre donc de mieux préserver la nature. Est-ce que vous avez appris toutes ces techniques à tous ces fabricants de charbon qui sont tout au long de cette voie? Si ils ont la technique, ils vont réduire un peu cette pression sur la biodiversité. Oui, ça, il faut dire que cette technique, elle est aujourd'hui en vogue. Hein, et ça a commencé. Il y a plusieurs projets qui le font. Ça a commencé et de plus en plus, on pense qu'il faut vraiment le préserver. Il y a plusieurs projets sur lesquels la Convention a un regard aussi, ou contribue, comme par exemple le projet PAGEFCOM, qui veut aujourd'hui préserver tout ce qu'on peut appeler biodiversité sous sa forme. Et vous savez spécifiquement, il s'intéresse même à ce qu'on peut appeler l'économie bleue. C'est-à-dire quand nous allons pouvoir promouvoir l'élevage d'un certain nombre d'espèces de poissons, au lieu de toujours regarder vers la nature, de toujours regarder dans les lacs, dans les mers, si on peut les élever, si on peut trouver des espèces, qu'elles soient envahissantes ou non, parce que aussi la jacinthe d'aujourd'hui, il faut la positiver, c'est une des solutions. Il faut la positiver, il faut l'utiliser positivement, parce que, exactement, donc, alors si on arrive par exemple à nourrir les poissons avec cette espèce ou d'autres espèces, c'est que ça va nous permettre donc de ne plus regarder dans la nature, mais nous-mêmes de préserver un certain nombre d'espèces. Donc ça aussi, il y a un certain nombre de projets qui le font. Le projet PGFT aussi, nous savons comment il a contribué à restaurer plus d'une vingtaine de forêts classées à travers des plans d'aménagement, à travers des organisations techniques forestières qu'il faut avoir autour de ces genres d'entités pour mieux préserver la biodiversité. Donc, il y a autant d'actions qui sont en cours. Il y a un projet que nous appelons Projet Lion, qui est important, parce qu'on se dit, mais le lion ne reste pas dans le désert. Le lion ne reste pas dans la savane non plus. Il faut que ça soit vraiment une forêt très dense. Alors, lorsque vous faites tout pour délimiter de grands îlots, de grandes superficies d'hectares, vous êtes sur tôt ou tard de restaurer aussi la biodiversité, y compris le lion. Et notre visée, donc, c'est le lion, tout en délimitant de grandes superficies qui vont permettre par la suite, qui vont apporter beaucoup, par exemple la séquestration du carbone, et qui vont permettre donc de limiter les changements climatiques et tous les éléments connexes. Voilà ce que je peux dire. Il y a aussi quand même les ONG aussi qui font aussi beaucoup de choses pour réduire cette pression, pour faire prendre conscience de nos populations par rapport au déclin qu'on constate de la biodiversité. Oui, les ONG font vraiment beaucoup. Hein, c'est pour ne pas tacler les collègues. Les ONG sont sur le terrain et elles font vraiment beaucoup. Ouais. C'est l'opportunité pour moi, au fait, de reconnaître l'effort du gouvernement à travers toute cette direction technique. Un effort est fait, même s'il reste beaucoup à faire. Il reste vraiment beaucoup à faire. Mais au moins, on a commencé à avoir de l'espoir, nous, au niveau des ONG. Pourquoi je dis ça? Depuis toujours, le Bénin a toujours eu de très beaux tests. La loi sur la faune et la flore, la loi sur le... Nous avons toujours de très bons tests. Le gros problème pour nous, c'était l'application de ces tests. C'est comment punir. Donc, du coup, comme nous, Béninois, nous savons que quand je détruis cette forêt, personne ne pourra me punir parce que le député va dire libérer le maire va dire libérer tout ça. Mais depuis un certain temps, tout le monde est conscient que cela n'existe plus. Du coup, comme cela n'existe plus, on a commencé par respecter la nature. C'est en cela que je voudrais les féliciter, que pour une fois, depuis l'avènement de on sait qu'il faut faire attention à la nature. La dernière fois, il y a
des collègues, pas des collègues, il y a des jeunes sur le lac qui ont tué un lamentin. Ok. Ils ont été présentés au procureur. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas il y a avant, quelques parce que années, même voilà. si ça s'est fait automatiquement, il sait que le maire, le député du coin ou quelqu'un va le faire, va appeler pour réagir, pour le laisser Donc partir. maintenant, tout le monde sait que ce que les tests disent de respecter, Faut le faire. il faut le respecter, faire. ouais. Donc c'est déjà un début de solution. C'est déjà un début de solution. Les gens savent maintenant qu'il ne faut plus entrer dans les forêts Oui. pour couper comme il faut, parce que tu vas sortir par où? Avant, c'était les collègues, là je l'indique, c'était les collègues qui faisaient le jeu. Maintenant, s'ils osent faire le jeu, ils savent qu'ils sont menacés. Donc, il y a évolution. Et c'est en cela que nous accompagnons le gouvernement sur le terrain, parce que nous, notre rôle, nous sommes des éveilleurs de conscience. Quand ça va dans le bon sens, nous le disons. Quand ça ne va pas aussi, nous attirons l'attention là-dessus. Nous n'avons pas la force publique. Nous n'avons qu'à faire appel aux collègues forestiers, à la police républicaine pour dire, selon telle loi, il y a tel qui est en infraction. Donc, vous devriez, selon la loi, agir. Et maintenant aussi, ça fait. Donc, nous travaillons beaucoup avec le projet de renforcement des capacités qui fait... qui a rassemblé les conventions de surtout les conventions de la génération de Rio, ouais. pour dire que maintenant, là, il faudrait qu'on arrive à vraiment travailler pour la protection de notre environnement. Donc, c'est sur ça ils se sont levés et ils y travaillent fort avec l'accompagnement des ONG. Nous sommes aux côtés des mairies, parce que nous sommes sur le terrain, nous accompagnons les mairies déjà dans les sensibilisations, mais aussi dans la conservation in situ. Nous aidons ces mairies-là. Bon, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ou qui volontairement négligent le volet environnement, parce que vous savez, pour tout le monde, c'est finance. C'est l'argent d'abord. Mais comment vous voulez faire de l'argent dans un environnement insalubre? Vous serez malade, vous allez injecter tout ce que vous avez gagné et ça ne va pas. Donc, on accompagne les mairies à prendre conscience de l'ampleur de la dégradation sur leur juridiction et à prendre des mesures pour pouvoir corriger cela, toujours en droite ligne avec les lois béninoises. Oui. Alors, justement, parlant de cette prise de conscience des collectivités locales, est-ce que le point focal biodiversité a des actions, ou du moins entrevoit d'autres actions vers ces autorités? Parce que si ça part de la base, ça dure, ça reste et on comprend vite. Alors, d'abord, je voudrais revenir un peu sur les acteurs. Je voudrais saluer d'abord en premier les ONG qui sont en contact avec les populations. Mais il y a d'autres acteurs, assurément, comme la DGFC qui s'occupe quand même de la gestion de la politique des forestiers, même des parcs nationaux, disons de la biodiversité dans son ensemble. Je n'oublie pas la DGEC aussi qui s'occupe à travers l'ABE des questions des zones humides. Exactement. Les collectivités aussi jouent leur rôle. De plus en plus, nous avons quelque chose qu'on appelle les forêts communautaires, qui ne sont que l'émanation, en réalité, de la vision des collectivités locales. Et là aussi, je crois que c'est un progrès, il y a des avancées. Et aujourd'hui, au niveau de la Direction générale des eaux forêts, nous travaillons pour légiférer dans ce secteur-là, afin qu'il y ait quand même des textes qui les gèrent, comment il faut le gérer. Nous travaillons dans ce sens. Je n'oublie pas les universitaires, il y a les universitaires qui interviennent aussi, et les partenaires techniques et financiers, on ne peut jamais les oublier. Donc, il y a autant, ce n'est pas exhaustif, mais il y a autant d'acteurs qui, nous, au niveau de la Convention, nous disons, si chacun travaille dans sa direction, c'est que l'objectif sera difficilement atteint. Et au niveau de la Convention, nous avons un document en référence, qui est un document pays, que nous appelons la SPAN-B, la stratégie et plan d'action nationale sur la biodiversité. Et toute action, normalement, devrait pouvoir prendre référent au niveau de ce document. Les gens ont ce document, c'est ça le problème. Justement, c'est là ce que nous faisons avec les collectivités locales actuellement. Et grâce au projet PRC, l'année dernière, ils nous ont donné l'opportunité de faire une tournée nationale et de passer au niveau d'un certain nombre de mairies. Nous allons poursuivre cette année. Je crois que nous entendons passer dans tous les départements du pays. Et nous avions pour objectif donc de sensibiliser les collectivités locales
pour attirer leur attention que, attention, ils sont des acteurs clés de la préservation de la biodiversité et partager avec eux les opportunités de financement qu'il y a dans chaque secteur. Ce n'était pas seulement la biodiversité, mais aussi la biodiversité. Parce que là, s'ils ont des sites qu'on peut préserver, s'ils ont des sites qu'on peut promouvoir à travers peut-être le tourisme, s'ils ont des espèces endémiques, des espèces qu'on ne trouve que chez eux, qu'on peut peut-être valoriser. Il y a des gens qui ont le singe à ventre rouge, que nous connaissons tous. On sait que c'est une espèce endémique. Il y a des espèces aussi végétales qui sont endémiques, qu'on ne les trouve que là. Et là, il faut les aider à les valoriser à travers peut-être des sites touristiques. Donc, ce sont autant d'éléments que nous avions évoqués lors de cette tournée qui va se poursuivre cette année grâce au projet de renforcement de capacité qui accompagne donc les conventions. Je crois qu'il y a la dernière émission du directeur général de l'environnement et du climat est venu donner des détails à ce sujet. Donc, nous travaillons avec les collectivités locales et nous ne pouvons pas faire notre activité, notre mission qui est aujourd'hui régalienne ou de réunir tous les acteurs pour préserver la biodiversité sans les collectivités locales. Personne n'est donc exclu. Et un exemple palpable de ce partenariat État, collectivité locale, ONG est l'aboutissement. Vous représentez une plateforme d'ONG ici. Exactement. Ouais. Donc, les ONG BIS et Crédit ont initié en partenariat avec la DGEFC, ouais, le Sénagref, ouais, et l'ABE, la création de la réserve intercommunautaire de Nokoué. Okay. Et ça a été porté, je dis ça a été porté par les maires eux-mêmes qui ont signé les documents. Nous avons accompagné ces maires, c'est-à-dire la DGFC, le Sénagref et l'ABE, et ces deux ONG ont accompagné les maires de Sémekpodi, Agégué et Soava, et Dangbo, qui ont pris l'initiative de dire nous voudrions que nous qui avions en partage le lac Nokoué que cet espace soit une réserve à préserver, dotée d'un plan d'aménagement, ce qui veut dire qu'en son sein, nous avons des poches de conservation et que nous nous engageons en tant que municipalité, en tant qu'autorité locale, à gérer avec nos populations. Donc, c'est une très bonne avancée qui montre ce partenariat et qui montre aussi la prise de conscience de ces autorités locales sur les enjeux de préservation de la biodiversité. Vous savez, on vient à peine de les installer, ces nouvelles autorités locales. Est-ce qu'elles sont aussi au courant de cette décision prise? Elle est très bonne, la décision. Oui. Vous savez, il n'y a pas souvent une certaine continuité dans les actions de ces autorités. Moi, je suis parti, l'autre vient, il balaye de revers de main tout ce que j'ai fait, et puis voilà, c'est un éternel recommencement. Est-ce que les dispositions sont prises pour qu'il y ait une certaine continuité dans cette décision prise? Toutes les dispositions sont prises pour que nous repassions faire des rencontres avec les nouvelles autorités installées, ouais, pour leur montrer ce qui était fait avant leur arrivée, qu'est-ce qui reste à faire. L'État est une continuité. Exactement. Ça, c'est un acte national qui a, comment vous appelez ça, qui a envergure internationale, puisque cette réserve est presque reconnue comme MAB UNESCO, c'est-à-dire MAB, c'est en anglais, Man and Biosphere. Okay. Ça voudrait dire que nous reconnaissons que c'est une nature qui est gérée non pas seulement pour sa biodiversité, mais aussi pour le bien-être de l'homme. Et c'est le Bénin qui a soumis sa candidature pour que cette réserve soit reconnue comme MAB, et c'est accepté. Donc, c'est pas au niveau d'une mairie, c'est national et international. Donc, on doit travailler à ce que cette gestion à laquelle nous portons soit effective. Alors, oui, par rapport à votre crainte que les collectivités soient associées, je voudrais vous rassurer que la procédure étant en cours, donc les maires qui viennent d'arriver devront rattraper sans doute le train, et nous sommes convaincus qu'à travers les discussions que nous sommes en train actuellement de mener, ils vont adhérer, parce qu'il s'agit après tout d'une réserve de biosphère, qu'on appelle une réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé, qui va être vraiment une innovation, en ce sens, parce que ça fait quand même des zones humides, avec des zones terrestres, avec
pas mal d'espèces endémiques, comme le lamantin d'Afrique, entre autres, et d'autres espèces encore à préserver. Donc, l'UNESCO n'est pas passé par 4 chemins pour dire, tiens, ça m'intéresse, donnez-moi beaucoup plus d'éléments. Et je pense que nous sommes encore à cette phase où d'ici à là, des éléments leur seront fournis pour leur permettre de le valider totalement. Ok, d'accord. Voilà. Alors, capitaine, on est déjà à la fin de cette émission. Certainement quelques conseils à nos téléspectateurs par rapport à l'importance de la biodiversité, de ce que vous pensez faire les jours, les mois, les années à venir pour toujours continuer à préserver cette richesse qu'est la nature. Oui, la question de la biodiversité, nous avons dit que c'est une question désormais fondamentale. Et il faut que vraiment nous prenions conscience, même déjà en commençant par les plus petits. Et ce que nous avons pensé à ce sujet comme perspective fondamentale, c'est qu'il faut voir dans quelle mesure mettre la biodiversité comme une thématique scolaire. Dans les écoles. Dans les écoles. Dans le curricula, dans le curricula déjà de l'enfant qui commence le CI, qui commence la maternelle. Et il est temps qu'on mette des éléments sur c'est pas des leçons, c'est pas quoi, des chapitres, des rubriques, des thèmes sur la biodiversité. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de préserver la biodiversité. Ensuite, même au niveau universitaire, au niveau du collège, il est temps qu'il y ait des formations spécifiques, sur des thématiques spécifiques sur des questions de la biodiversité. Parce que sans elles, personne ne peut survivre. Ensuite, nous avons des perspectives importantes. Nous avions évoqué les questions des espèces envahissantes. Aujourd'hui, le Bénin n'a pas la liste complète des espèces envahissantes sur tout le territoire national. On n'en a pas. On n'en a pas. Il y a eu des études éparses. Mais nous n'avons pas un document pour dire, bon, voilà le document de la liste des espèces envahissantes. Comment faire pour regrouper tout ceci? Il est temps quand même qu'il y ait quand même un inventaire exhaustif de tout ce que nous avons comme espèces envahissantes, au moins à un temps T. Parce qu'à cause des effets des changements climatiques, c'est sûr qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres espèces envahissantes. Ensuite, la valeur économique de la biodiversité fait débat. Si nous ne pouvons pas apprécier à sa juste valeur la valeur économique que la biodiversité nous apporte, c'est que nous ne pourrons pas comprendre qu'elle est importante. Donc, il s'agit aujourd'hui aussi de commencer par évaluer tout ce que la biodiversité nous apporte. Okay. Je vous disais en début d'émission que j'ai pris du pain, mais je ne sais pas qu'en réalité, c'est de la biodiversité que j'ai utilisé. Moi, j'ai pris du thé ou du café, c'est de la biodiversité. Exactement. Mais si je prends au moins Artemisia, et que je suis certain que, là, je commence par me dire, c'est une plante. Sans oublier qu'en fait, que le pain aussi, c'est du blé. Et que c'est aussi de la biodiversité. Donc, bien sûr, il faut poursuivre la sensibilisation. Okay. Il faut poursuivre la sensibilisation tout au long du Bénin. Continuer par travailler, renforcer la cohésion au niveau des acteurs pour avoir une vision vraiment commune afin de mieux préserver la biodiversité. Oui, M. Marc-Simon Diondo, BIS ONG. Oui, c'est le moment de dire d'attirer l'attention des pouvoirs publics qu'ils doivent vraiment mieux faire. On l'a dit tout à l'heure dans l'émission, ils le font, mais ils doivent vraiment mieux faire. S'engager davantage. S'engager aux côtés des ONG pour mettre en œuvre je voulais dire leur propre politique, mais c'est nos politiques, puisque c'est la politique du pays. S'engager davantage, comprendre que les ONG sont là pour les accompagner. Parfois, on peut les titiller, c'est normal. Quand ça ne va pas, c'est notre rôle de dire ça ne va pas. Exactement. On dit que ça ne va pas pour que vous puissiez corriger. Donc, on les félicite pour ce qui est fait actuellement, mais on voudrait plus d'action, on voudrait qu'on puisse être mieux accompagné. Il est bon d'avoir beaucoup de tests. Et je le disais, le Bénin a de très bons tests en Afrique de l'Ouest, mais il faut appliquer nos tests. Il est temps maintenant de l'appliquer. Il est temps d'appliquer nos tests. Et il faut dire à nos populations, la biodiversité, c'est notre vie. Nous dépendons de la biodiversité pour notre survie et notre manière actuelle d'exploiter les ressources ne garantit pas cette survie-là. Okay. Il est temps qu'on se réveille et qu'on dise, il est vrai, j'ai faim aujourd'hui, mais il ne faut pas que je mange aujourd'hui et que mon enfant n'ait plus rien à manger. Merci beaucoup, Marc-Simon Diondo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de BIS ONG. En face de vous, Augustin Martillo-Roux, c'est le point focal biodiversité. Avec vous, on a scruté un peu ce qu'on peut comprendre par biodiversité. Vous l'avez dit, sans la nature, il n'y a pas de vie. La nature, elle peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut vivre sans la nature. Bonsoir chez vous.